facteur de production crucial, le capital évidemment. Comme vous le savez, la phase de la réforme antérieure a créé des distorsions avec suraccumulation de capital dans les secteurs d'industrie lourde et un manque de développement dans les services notamment. Oui, pourquoi urbanisation? C'est aussi une demande de services. C'est aussi une demande de services de haut de gamme, professionnels, culturels, éducatifs. Et donc, mais pour ça, il faut réorienter les choix d'investissement. Et il faut donc que les taux d'intérêt qui sont beaucoup trop administrés puissent respirer en quelque sorte. Et il s'agit, et vous voyez que la complexité, contrairement à ce que pourrait dire, mais maintenant quand ils ne peuvent plus dire ça aussi bien quand même, les financiers occidentaux, ils disent ben, vous libéralisez tout puis c'est terminé. Ah oui, sauf qu'on a vu ce que ça faisait. Hein? On a vu en 2008 ce que ça faisait quand on libéralisait de manière, si vous voulez, générale, sans contrôle, sans régulation, en l'ensemble des prix financiers, ça crée une crise gigantesque. Donc il faut libéraliser en contrôlant. Ben, ces Chinois savent faire, c'est le contrôle indirect. Et donc l'idée c'est qu'il faut faire monter les taux d'intérêt progressivement sur les dépôts et donner au taux d'intérêt du crédit une plus grande marge de variation pour que les banques commencent à jouer savent gérer le risque. En même temps, injecter de la technologie de gestion de risque dans les banques par tous les liens qu'elles ont avec les banques occidentales. Là, on peut leur apporter de la technologie. Et puis, un contrôle de régulation par la Commission de régulation et de réforme, une assurance des dépôts, etc. Donc, il y a une réforme financière qui est en cours. Et puis, l'autre élément important de cette réforme, je ne l'ai peut-être pas mis ici, évidemment, c'est de développer les marchés obligataires. Faire marcher l'économie sur ces deux bases, c'est-à-dire une base banque et une base marché de capitaux. Que les collectivités locales, au lieu de s'adresser à un shadow banking sauvage pour financer leurs dépenses, parce qu'elles ont plus de dépenses que de ressources, puissent émettre des titres sur le marché obligataire et que ces titres soient achetés par des investisseurs institutionnels. Comme la Chine est un pays d'épargnants, il est clair que les compagnies d'assurance et les fonds de pension vont avoir une très grande importance en Chine à partir du moment où la réforme des retraites va prendre racine. Et donc, c'est ceux-là qui doivent réguler le système. Si vous mettez des institutions de type public comme dominantes dans le secteur d'assurance et des fonds de pension, et que vous développez un marché obligataire, et vous donnez à ces entités-là le soin de réguler le marché avec des ressources telles qu'ils pourront le réguler. À ce moment-là, vous avez le contrôle indirect par des institutions relais. Et l'État joue le rôle à ce moment-là qu'il doit jouer, donner les grandes orientations macroéconomiques, agir par la politique monétaire, agir évidemment par certaines supervisions, mais ce n'est pas le marché en le même sens, puisque c'est des entités publiques qui vont jouer, mais ils seront dans le marché. Les compagnies d'assurance chinoises ont le même rôle que n'importe quelle compagnie d'assurance dans le monde, faire des profits. Et par conséquent, elles joueront le rôle régulateur. Donc, réforme du capital. Le plus important, il est là. Réforme de la terre. Car, si on veut vraiment régler le problème des inégalités et régler en même temps l'urbanisation, il faut que le marché foncier soit transformé au niveau rural. C'est-à-dire, et le roucou, c'est-à-dire le passeport intérieur, qui discrimine entre les résidents et les non-résidents, ne peut pas être et ne doit pas être transformé avant d'avoir modifié les droits sur la terre. Il faut que les paysans aient des droits sur la terre reconnus de manière inaliénable et que les gouvernements locaux n'aient absolument pas la possibilité de faire ce qu'ils ont fait depuis les années 90, c'est-à-dire capter des terres aux paysans, leur donner une rémunération de misère et puis les revendre à des promoteurs immobiliers ou à des grandes entreprises eux-mêmes et capter le surplus. Il faut que les paysans puissent avoir le droit d'usage de leurs terres, les hypothéquer, les louer ou les vendre
sur des marchés, donc créer des marchés. Donc il y a actuellement, comme le fait toujours la Chine, une expérimentation qui est faite à Chengdu et à Chongqing sur ça, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un marché des terres avec des droits qui sont reconnus. Il va falloir généraliser à toute la Chine à partir du moment où on s'aperçoit que ça fonctionne correctement. Et évidemment, à partir de ce moment, les paysans pourront aller en ville avec un revenu suffisant pour s'insérer en ville de manière ascendante. Ils monteront en mobilité sociale, hein, au lieu d'arriver comme des sous-citoyens. Et donc, à ce moment-là, le roucou doit être progressivement éliminé. Et cette réforme-là, c'est ça qui va permettre de réussir l'urbanisation. Hein. L'urbanisation sera réussie si la réforme des terres et la possibilité pour les paysans de les transférer librement est réalisée, et si le passeport intérieur est supprimé, ce qui leur permettra d'avoir accès à tous les emplois de la ville et en même temps aux droits sociaux qu'ont les résidents des villes. Et là, vous créez une force de croissance formidable. Mais il faut faire cette réforme. Et là, il y a vraiment un débat politique majeur. L'autre élément, enfin, énergie carbone, c'est toute la question des prix des ressources. C'est-à-dire l'urbanisation doit se brancher sur le développement durable pour des raisons vitales en Chine. C'est-à-dire qu'il faut inverser le processus de pollution de l'air et de l'eau qui est extrêmement actuellement inquiétant. Pour cela, il faut ramener les prix des différentes sources de l'énergie au niveau de leur utilité sociale. Et il faut créer un prix du carbone. Donc, on est comme nous. Si on crée un prix du carbone en Europe, on redeviendra à la pointe de l'innovation. Parce que si vous créez un prix du carbone suffisamment élevé, vous rendez rentables des technologies nouvelles bas carbone qui aujourd'hui ne le sont pas. Et par conséquent deviennent à ce moment-là les bases d'un processus d'innovation vraiment nouveau. Donc vous voyez, une nouvelle urbanisation couplée avec, en effet, une transformation des prix des ressources et du carbone, rend de nouveau rentable des types d'investissements qui vont dans le sens de la croissance soutenable. Et ce processus doit être piloté, en Chine, l'avantage qu'il peut être piloté par l'État, dans une planification stratégique, et que le caractère de long terme de la vue politique du Parti communiste chinois permet de dépasser les limites qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, hein, où les conflits d'intérêts sont tels qu'on ne peut pas les surmonter pour l'instant. Alors, en Chine, les conflits d'intérêts vont se manifester. Hein. Je veux dire, les grandes compagnies de l'énergie, elles vont faire pareil qu'elles font ici. C'est-à-dire s'opposer à nier la nécessité, si vous voulez, de l'environnement propre, etc. Hein. Mais l'avantage, c'est, on revient au début, parti unitaire, unité du souverain, il est capable d'imposer sa volonté à des lobbies puissants beaucoup plus facilement que nous ne pouvons le faire dans notre univers, si vous voulez, où les lobbies sont politiquement présents dans l'État, mais d'une manière différente de la Chine. En Chine, ils le sont par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnages. Donc c'est la question de la manière dont le Parti communiste redéfinit sa hiérarchie et ses compromis. Chez nous, on a vu dans le cadre de la réforme bancaire, ce sont des lobbies qui dictent à l'État sa loi. Hein. Voilà un peu le problème et de la nature de la réforme. Et vous voyez qu'il est faux de dire que la Chine, on ne sait pas du tout où ça va aller. Les axes sont assez bien définis. En plus, quelques mois avant nous, c'est-à-dire au printemps, est sorti un énorme rapport qui a été coécrit par la Banque mondiale et par le Centre de recherche et de développement qui est le think tank du Conseil des affaires d'État, c'est-à-dire du cœur du gouvernement central, qui aboutit à peu près aux mêmes conclusions et aux mêmes recommandations qu'on dit ici, c'est-à-dire que le gouvernement est tout à fait clair sur ce qu'il faut faire, et la question c'est donc, ce que je disais au début, le sequencing dépend du jeu des contradictions. Comment faire bouger les contradictions pour pouvoir enclencher le mouvement toujours dans le même sens. Merci. Merci beaucoup.
Donc merci à Michel pour cette démonstration remarquable. Comme je le disais tout à l'heure, que l'école de la régulation, c'est une approche macro-sociale, systémique. Je pense que vous en avez eu une démonstration. Alors, ce que l'on va faire peut-être, c'est une séance de questions. Il faut profiter de sa présence ici. Donc il y a un micro, je ne sais pas si Guillaume, tu peux le prendre ou pas. Peut-être pour commencer le débat, je vais m'arroger le droit de poser la première question. Justement, te faire réagir par rapport à un article qui est sorti il n'y a pas longtemps de Jean-Luc Doménac sur l'urbanisation notamment, et qui fait écho à ce que tu disais. Donc je vais très rapidement lire ce qu'on trouve dans cet article. Il écrit la chose suivante: tout se passe comme si les dirigeants chinois avaient admis ou décidé d'en finir avec la ruralité et de fonder une société totalement urbaine. Je crois qu'il y a comme une forme de vengeance de ce régime à l'encontre de la paysannerie, car tels ses ancêtres de l'Union soviétique et d'Europe de l'Est, il n'est jamais parvenu à maîtriser l'agriculture. Et il finit en disant: l'agriculture qui nourrit une population, l'agriculture comme cœur d'une civilisation, c'est fini en Chine. Alors par rapport à tout ce que tu as dit, par rapport à ta démonstration, quel type de réaction te procure cet avis de Jean-Luc Doménac, qui est présenté comme aussi un spécialiste de la Chine? J'avais eu un débat avec lui d'ailleurs à France Inter, je me rappelle un dimanche. Je trouve le livre très bien d'ailleurs. Pareil. Non mais sur pareil, c'est chose de journal, hein, un journaliste. C'est pas, quand on est dans des journaux, souvent on dit des choses si vous voulez, en forçant le trait énormément. Le gouvernement conserve. La Chine manque de terres arables, si vous voulez, cultivables. Elle en manque, c'est-à-dire qu'elles sont limitées. Hein. Quand même énormément de montagnes, de forêts, etc. Et par conséquent, ce que le gouvernement a fait, c'est de définir une surface minimale de terre qui ne doit jamais être, si vous voulez, réservée à d'autres usages, quoi. Sans définir des emplacements, sans figer. Il faut que si on fait quelque chose d'un côté, si vous voulez, on recrée ailleurs de la terre arable sur des usages qui ne l'étaient pas, etc. Mais l'idée, c'est un quota minimal pour l'ensemble du pays de terre qui doit, si vous voulez, être conservé en toutes circonstances. Donc, il est clair qu'ils veulent conserver de l'agriculture. L'autre élément, c'est que il faut quand même dire, je veux dire, tout ce que j'ai dit a quand même pas mal de sens. La productivité rurale est beaucoup plus faible que l'autre. Tout le mouvement de toutes les sociétés a été vers l'urbanisation, je veux dire, depuis le début de la révolution industrielle. Donc il y a des éléments importants derrière ça, et qui sont connus, ce qu'on appelle les rendements croissants, c'est-à-dire que les effets d'agglomération que permettent les villes sont des effets qui permettent le développement de la connaissance, de la recherche, de la culture et de tout. Et tous les avantages dont nous bénéficions en vivant en ville. Donc, il est clair que dire que 50% de la population s'arrête là paraît absurde, bien sûr. Donc, je ne sais pas quelle sera d'ici 2050 la proportion et la taille de la population rurale chinoise. Mais c'est vrai que dans les 20 ans qui viennent, il y a un mouvement d'urbanisation qui va se faire. La question de fond, c'est sa répartition sur le territoire, et puis ce que j'ai dit, de faire une urbanisation si vous voulez, en bas carbone. S'ils y arrivent vraiment. Et donc c'est le type de ville, moi j'ai repris simplement, je ne suis pas urbaniste, hein, mais j'ai repris les travaux des meilleurs urbanistes aujourd'hui, compte tenu des expériences qu'on a, en particulier en Occident. Donc ça veut dire que le modèle d'urbanisation doit changer très profondément par rapport à celui qui a développé Pékin, Shanghai, Shenzhen, etc. Qui a été un modèle de ville avec étalement, qui a maximisé la pollution. C'est vraiment un modèle très différent. Concentré, multipolaire, essentiellement des moyens de transport ferroviaires entre villes, à l'intérieur des villes, suffisamment concentrés pour des déplacements qui puissent être faits en vélo, en voiture électrique, d'où développer l'électrique, etc. Mais s'ils y arrivent,
ils font du saut de mouton formidable sur l'Occident, quoi. C'est-à-dire qu'ils arriveraient à définir le modèle de ville du XXIe siècle. En 2050, nos villes doivent être différentes d'aujourd'hui, si vraiment on veut supporter le changement climatique. Il y a eu des travaux de simulation pour Paris. Il faut que la surface, pour supporter les vagues de chaleur de l'été qu'il va y avoir, dans la deuxième partie du siècle, il faut que les surfaces d'espace vert soient doublées à peu près. Pour une ville comme Paris, pour toutes les grandes villes. Donc, on devra transformer nos villes aussi. Être capable de créer des villes nouvelles, déjà en pensant la fin du siècle. Voilà ce que c'est l'enjeu véritable. Et effectivement, c'est ça qui est en cause. Mais ça, il n'en parle pas, je veux dire. Il ne sait pas. Mais c'est ça qui est en cause, fondamentalement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est toujours le point de la première question. J'espère, quand même. Oui. Non, ils sont encore sous le choc de la démonstration. Il y a assez de problèmes et d'enjeux. Est-ce qui vous passe par la tête? Allez-y, n'hésitez pas. Bon, parce que j'ai des centaines de questions, donc, mais bon, il ne faut pas que je me donne prise de parole non plus. Il y a toujours plein de questions. Oui, Adara, si tu veux. Surtout que je vois des Chinoises quand même ici dans la salle. Je vais quand même savoir ce qu'elles pensent de ça. Oui, bonjour, Adabel Steven, Université Montpellier 3. Alors, bon, c'est pas une question en fait, c'est une remarque, et, parce que peut-être je n'ai pas compris la culture chinoise, je ne la comprends toujours pas peut-être, puisqu'elle définit la théorie des prix pour les prix des biens par rapport au marché et pour les prix des biens de production, des facteurs de production, par rapport à un autre critère qui n'est peut-être pas le marché. Alors, moi, ma question c'est, est-ce que la souveraineté unitaire de l'Empire, qui finalement le souverain se vaut au bien-être du peuple, n'est pas une application du théorème d'impossibilité d'Arrow? Ah oui. Et oui, justement, on en parle d'ailleurs, on a une démonstration là-dessus. Bien entendu, oui, c'est-à-dire à partir du moment où, c'est-à-dire une limite fondamentale de l'utilitarisme, bien c'est de là, hein. C'est-à-dire l'impossibilité de concevoir par un processus de marché, et je vous rappelle que pour l'essentiel, la théorie occidentale du politique, c'est un marché politique. L'impossibilité de définir de manière incontestable une utilité sociale, une fonction d'utilité sociale, à partir d'utilité privée, autonome, indépendante, individuelle, libre, etc. En conséquence, les choix sociaux vont créer l'absence de choix sociaux, si vous voulez, ou des choix sociaux mal définis, parce qu'ils ne sont pas représentatifs de ce qu'est la volonté de la communauté, de la société civile, si vous voulez. Ils vont créer des externalités, c'est-à-dire des dysfonctionnements, des coûts qui ne sont pas pris en compte par le système des prix, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans un processus d'optimisation d'une utilité sociale. La question essentielle qui apparaît à ce moment-là, c'est en effet, quand on dit ce qu'il faut pour traiter du développement durable, c'est de penser une autre représentation de la valeur, où le capital social doit être valorisé en totalité. Il faut être capable de fabriquer des prix où le marché est spontanément incapable de le faire. Donc quand je parlais de moyens indirects, le cas du carbone est très clair, un moyen indirect de réguler une économie par l'intermédiaire, en effet, d'une logique qui s'inscrit dans le marché, mais que le marché n'est pas capable de constituer. Aucun prix du carbone ne viendra s'il n'y a pas une contrainte. Alors si c'est un marché des droits à polluer, la contrainte est sur les droits. Sinon c'est une taxe qui dit, ben voilà, à partir de maintenant, vous devez prendre en compte dans votre calcul économique ce prix-là, de façon à réintérioriser des coûts que vous avez considérés comme gratuits et qui étant externalisés, produisent des effets de distorsion dans la société absolument catastrophiques. C'est l'État qui définit les prix à ce moment-là. C'est le processus politique qui définit les prix. Et la question de fond à ce moment-là, c'est le débat politique à partir duquel on va dire quelle est la bonne trajectoire du prix du carbone.
Et ensuite, il y aura des incitations pour les acteurs privés d'investir en fonction de ça. Ça va changer les rendements et les risques relatifs, et vous aurez des projets d'investissement qui aujourd'hui ne sont pas du tout considérés, qui le deviendront. C'est ça que je veux dire. Donc vous avez un branchement à ce moment-là d'objectifs sociaux qui sont définis par un processus politique et dont le relais, si vous voulez, à l'initiative privée passe par des prix parce que le marché connaît les prix, c'est pas le prix, c'est le mode de dialogue du marché, c'est le prix, hein, je veux dire, c'est ça le langage. Eh bien, ils sont instruits par l'État, ces prix-là. Ils sont instruits, et s'ils sont instruits par un processus de planification stratégique sur le long terme, on aura une trajectoire des prix dont on peut espérer qu'il nous mènera vers une meilleure accumulation des formes de capital qui sont indispensables. Et donc, par conséquent, il faut considérer ce qu'on appelle un capital collectif et lui faire jouer un rôle crucial. Et donc, il faut être capable de le valoriser. Vous voyez que dans ce que je dis, le système de prix est très loin d'être nié, c'est le contraire, hein, je veux dire. C'est l'échec du marché pour définir des prix cruciaux. Voilà ce qui est en cause. Et ça, vous ne le trouverez certainement pas, en effet, à partir des utilités individuelles. À aucun moment, un prix du carbone sortira des utilités individuelles. Autre question? Laure? On va t'apporter le micro. Oui. Comme moi. Oui, Laure Chantrel, l'Université Paul Valéry. Donc, simplement, on comprend dans ce que vous nous avez dit que la poursuite de la réforme dépend finalement de décisions politiques et que ces décisions politiques peuvent rencontrer l'opposition des gouvernements locaux. Je voudrais savoir dans quelle mesure ces gouvernements locaux qui finalement n'ont pas intérêt, me semble-t-il, ou alors c'est une mauvaise interprétation, à la réforme de la propriété de la terre peuvent ou non s'opposer, enfin voilà où en est l'état un petit peu des contradictions entre ces gouvernements locaux et le gouvernement central. Oui, ce qui montre bien que la nécessité de concevoir la réforme dans toutes ses interdépendances, et non pas si vous voulez, un ensemble complètement juxtaposé de petites réformes. En effet, pourquoi il y a ce problème des gouvernements locaux? Alors, bien sûr, il va y avoir le fait qu'il y a des gens qui se mettent de l'argent dans la poche. À ce moment-là, c'est tout le problème de la lutte contre la corruption qui doit en faire partie. Il y a une raison beaucoup plus fondamentale. C'est que la manière dont s'est fait la réforme fiscale, la réponse c'est une réforme fiscale. La réforme fiscale, en 1994, je vous ai dit, l'État central a repris en charge un budget, en particulier un budget social, etc. Et donc, il y a eu besoin de ressources. La manière dont cette réforme s'est faite a donné aux collectivités locales et aux provinces, il y a trop d'étages administratifs. Il y a eu celui des provinces, celui des municipalités, celui des cantons, celui des bourgs et des villages, à ces différents niveaux, mais par un processus hiérarchique de haut en bas. Alors que c'est au bas que se font les besoins, c'est-à-dire les biens publics minimaux, hein, c'est-à-dire la voirie, les routes, l'hygiène, les villes, la sécurité, etc. Les biens publics, les services publics dont nous disposons tous. Alors que les impôts étaient, sauf pour celles qui étaient suffisamment riches, les impôts étaient très insuffisants pour couvrir ça, pour couvrir les dépenses. Si vous voulez, on dit que dans les régions de l'intérieur, en moyenne, vous avez 80% en quelque sorte oui c'est ça, par rapport au budget total de dépenses du pays, 80% est fait par les collectivités locales, en termes donc d'investissement public, de services publics, de prestations, les dépenses publiques. Et ils ont seulement 20% des recettes. Clair qu'il y a un gap énorme. Et donc, comment ils ont couvert ce gap énorme? Par l'endettement. Mais aussi par la vente de terrain.
Donc, en captant les terrains, donc là, en laissant tomber l'aspect corruption et privatisation de la ressource publique, mais en captant les terres, en les rémunérant pas aux paysans, ou très peu, et en les vendant le plus cher possible quand c'était de la vente aux promoteurs immobiliers, ils créent de la recette parafiscale. Et quand c'était aux entreprises qui voulaient attirer sur des zones industrielles, donc on crée des zones industrielles, c'est comme ça aussi qu'il y a eu une perte de terres agricoles énorme, parce que le processus n'a été pas contrôlé. Et c'est pour avoir de la TVA. À ce moment-là, le terrain, ils le laissaient bon marché, mais ces entreprises leur donnaient de la TVA. Donc, ils obtenaient de la ressource fiscale. Et comment ça s'est fait? Mais ressource fiscale plus endettement, à cause des infrastructures importantes à faire. Et l'endettement, c'est fait. Ils n'avaient pas le droit de s'endetter, comme pratiquement les collectivités locales. Aux États-Unis, c'est pareil. On n'a pas le droit de s'endetter, etc. Mais aux États-Unis, on crée un budget à part d'investissement et on crée des obligations avec des assurances, etc. Finalement, ça s'est mal terminé aussi, avec les subprimes, etc. Mais l'idée était là. Donc l'idée, c'est, puisqu'on ne peut pas s'endetter de manière officielle, on va le faire de manière officieuse. Et donc c'est ça qui a été créé, qui a créé le shadow banking, comme on dit, c'est-à-dire des espèces de plateformes de financement qui ont fait circuler l'argent des banques aux collectivités locales par des voies et à des coûts, si vous voulez, opaques, et qui créent maintenant des prêts non performants dont les collectivités locales sont victimes. Voilà la conséquence de ça. Et donc, réformer, ça veut dire quoi dans ce sens-là? Ça veut dire, et effectivement, c'est une réforme très difficile à faire. Et alors, ce n'est pas un État fédéral, c'est un État unitaire. Donc vous avez deux choses possibles. La première, c'est que le gouvernement central reprenne en charge un ensemble de dépenses qui étaient décentralisées aux collectivités locales, et en particulier pour unifier ce que je vous ai dit, l'ensemble système de santé et retraite. Donc décharge les collectivités locales, parce que ces réformes-là, disons, ce type de dépenses redeviendrait central. Et l'autre mécanisme, c'est un mécanisme de péréquation de l'impôt. C'est-à-dire une réforme administrative qui donne, suivant la loi et des procédures bien définies, liées à des critères objectifs de population, de PIB, de richesse, si vous voulez, d'une péréquation des régions riches vers les régions pauvres, passant par l'État central. Et donc voilà, là c'est un enjeu essentiel de l'ensemble de la réforme dont j'ai parlé, cette troisième phase. Cette capacité de donner aux collectivités locales le moyen, si vous voulez, de mettre en rapport leurs ressources et leurs dépenses. Alors, juste pour apporter une précision, il y a un tableau qui est très intéressant dans le livre, c'est le tableau des partages des dépenses entre l'État central et les gouvernements locaux. Parce qu'on peut peut-être avoir une image d'un pays très centralisé, pas du tout. Quand on regarde la part des dépenses, par exemple, tout ce qui est dépenses de sécurité publique et judiciaire, c'est à 95% pris par les gouvernements locaux. Il n'y a pas de raison. 100% pour l'entretien des constructions urbaines, et culture et éducation, c'est 90% pris par les gouvernements locaux. Donc, effectivement, on a une décentralisation des dépenses budgétaires qui est extraordinaire et qui a finalement amené à la recherche de recettes extra-budgétaires, finalement, de ressources extra-budgétaires pour les gouvernements locaux. Donc là, il y a une analyse très intéressante d'ailleurs, cette dichotomie entre la centralisation des recettes et puis la décentralisation des dépenses, qui donne une image très précise et très réelle d'ailleurs du fonctionnement de l'État en Chine. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur peut-être plus des éléments d'actualité, sur les fragilités? Oui, Jean-Yves? Jean-Yves Leroux, Université Paul Valéry. Ah oui, donc lui, il a une grosse voix, donc sans micro. Une question plus globale. Comment finalement caractériser le système économique chinois? Est-ce que vous diriez, par exemple, que les Chinois ont inventé ou sont en train d'inventer une nouvelle forme de capitalisme? En effet, il y a un débat là-dessus, y compris chez les économistes chinois, chez beaucoup d'occidentaux. Dans un ouvrage tout à fait récent, Marie-Claire Bergère dit « Capitalisme d'État ».
capitaliste d'État, probablement, si on considère ce que j'ai dit, c'est-à-dire la direction politique est prépondérante, et comme le disait au départ Pascal, l'objectif est essentiellement politique. La notion de société harmonieuse n'est pas un concept économique, c'est vraiment celui de mettre la société civile en harmonie avec la nature, et puis de faire en sorte que le souverain soit légitimé de cette manière. Et l'économie apparaît en effet comme un instrument. Alors, dans ce contexte-là, le capitalisme apparaît comme une force de création de richesse et qu'il faut pouvoir maîtriser dans le processus de régulation. Donc, moi, je ne sais pas, je veux dire, on peut appeler ça capitalisme d'État, mais ce n'est pas vrai, évidemment, pour les formes de propriété. Vous avez 60% de la production du PIB qui est déjà privée et qui ne fait qu'augmenter. Donc, oui, c'est pas en termes de l'État domine la création de valeur, c'est pas ça. Donc, mais c'est la logique de régulation et d'imbrication de la nature de l'économie politique en question, qui est dominée par cette notion de souveraineté unitaire. C'est ça qui crée au mouvement économique et donc au type de capitalisme sa logique. Et donc très difficile de lui donner un terme, parce que capitalisme d'État, ça fait renvoi à l'URSS. Alors des gens qui font la confusion, c'est une économie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'a été l'URSS, par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce thème également? On sait que les formes de propriété en Chine ne sont pas dans la dichotomie public-privé. Vous avez du gris, c'est-à-dire des types de réseaux, le capitalisme Gansi, c'est-à-dire cet ensemble d'entreprises liées entre elles par des obligations morales qui sont liées à des relations soit familiales, soit si vous voulez, de collectivité, etc. D'appartenir à des mêmes ensembles qui sont des communautés épistémiques et tout ce genre de choses, qui fait des liens qui ont des effets économiques considérables. Le rôle de la diaspora, avec des familles très étendues et imbriquées les unes dans les autres. La vision de Confucius d'une société, c'était des réseaux de solidarité s'emboîtant les uns dans les autres, et énormes, des milliards de réseaux. Lui, pour lui, la société, c'était que ça. Mais en tout cas, ce capitalisme Gansi est essentiel. Il n'est ni privé ni public. En ce sens que il est des entreprises liées entre elles qui constituent des ensembles puissants finalement, parce qu'elles obtiennent des financements concentrés, qu'elles peuvent avoir accès à des informations communes, etc. Et néanmoins, ce sont des petites ou moyennes entreprises. Mais elles ne sont pas indépendantes au sens de l'indépendance de la concurrence parfaite. Il y a ça, et il y a le fait aussi qu'il y a une imbrication considérable entre le Parti communiste, les fonctionnaires et les dirigeants d'entreprise. Et donc ça me permet de dire quelque chose sur le renouvellement du parti. Le point essentiel que l'Empire avait bien vu et qui lui a permis de durer, encore une fois, c'est la compétence des bureaucrates. Ce qui voulait dire la chose suivante: quand vous étiez recruté comme mandarin, ou recruté comme un fonctionnaire en dessous du mandarin, mais des fonctionnaires importants, qui passaient nécessairement par des examens, il n'y avait aucune, si vous voulez, transmission héréditaire de ça. Le fils de mandarin n'avait aucune raison ne pouvait pas être mandarin en soi. Il avait peut-être encore... Et les avantages, même les avantages matériels des familles, ne duraient qu'une ou deux générations, en ce sens qu'il n'y avait pas le principe de primogéniture n'existait pas, ce qui veut dire que les familles, à chaque génération, répartissaient la richesse entre tous ses membres. Donc vous aviez en permanence une mobilité ascendante-descendante. Il faut qu'il recrée ce genre de choses. Et c'est à force d'une société qui n'a pas de concentration de richesse, encore une fois. Le danger de ce qui est en effet une corruption qui devient une pollution sociale, c'est si ça crée de la concentration de richesse. C'est ce qu'on craint, c'est ce qui est dit aujourd'hui de certaines familles qui ont profité du pouvoir de leurs membres pour accumuler des richesses énormes.
Et donc c'est ça que là ça menace le parti. Mais s'ils arrivent à recréer ce genre de choses, l'idée c'est de régénérer le parti en changeant ses cadres, de recruter sans arrêt des gens de la nouvelle classe moyenne, c'est ce qu'ils font, d'introduire des dirigeants d'entreprises privées, des cadres, des chercheurs, des intellectuels à l'intérieur du parti. S'ils font ça, et ils sont en train de faire ça bien sûr, ils renouvelleront suffisamment probablement l'effectif du parti pour que les fameux compromis politiques dont je parle se fassent dans le sens qui est le sens de modernisation, le sens de réforme. Et là, ce dont on est sûr, et c'est ça la force, c'est que si les compromis politiques, on y les a, ont été, si vous voulez, sanctionnés, hein, d'accord, il y a un accord qui sort, à ce moment-là, le parti a la force d'imposer aux intérêts privés l'intérêt collectif. Mais ce problème de l'intérêt collectif et de l'intérêt privé qui est permanent dans toute société, hein, évidemment complexe, qui chez nous rencontre toutes les difficultés qu'on voit, là, il existe aussi, mais il existe en amont, à l'intérieur du parti. Si l'intérêt collectif a été défini à partir d'un certain moment, alors l'application est certaine. Et c'est ça. Et à ce moment-là, si véritablement la corruption apparaît comme un danger collectif du parti, c'est-à-dire qu'il risque de perdre sa légitimité, l'intérêt supérieur du parti l'emportera toujours, de la même manière que l'intérêt supérieur de l'Empire menait toujours à ses souverainetés unitaires. Se diviser et craindre l'éclatement du pays, c'est ce que les Chinois craignent le plus. C'est ce qui est inscrit dans leur culture très profonde. C'est beaucoup plus profond, ben ça vient de millénaires que l'Allemagne pour l'inflation, quoi, si vous voulez. Mais c'est du même type, hein. C'est du même type. C'est très profond dans la société chinoise. Et en conséquence, vous avez là un processus de régénération possible du parti. Mais c'est évidemment, je dis possible, hein, parce qu'on ne sait pas comment le processus d'évolution des idées dans le parti et des idées dominantes, des compromis se fait, puisqu'on ne sait pas du tout comment. La nature de la démocratie interne, si vous voulez, on la connaît très mal, mais le modèle qu'a donné l'Empire en créant une bureaucratie qui ratifie le nom, comme je disais. Voilà l'enjeu, et l'enjeu crucial, il est interne au parti. Mais le parti n'aura pas, il n'y a pas de danger, je pense, les gens se trompent en croyant que des forces politiques autonomes pourraient surgir et s'opposer au parti. Non, si le parti perd sa légitimité, c'est à cause de ses conflits intérieurs. Il y a une question peut-être, la dernière, 2 heures de conférence. Il y en a peut-être une, alors j'ai commencé par la question peut-être clôturée. Alors, quels sont, puisque tu dis finalement on peut trouver dans les éléments d'actualité les éléments du processus de réforme que tu appelles le T2, donc que j'appelle la troisième vague, c'est 2 questions. Premièrement, quels sont dans les éléments d'actualité ceux qui te permet de penser qu'effectivement on va dans la bonne voie ou pas. Et puis deuxièmement, c'est quels sont les principaux éléments de fragilité actuels qui feraient que eh bien, ce projet, cette troisième phase de vague de réforme bien resterait lettre pieuse en fait. Une partie était dans ce que j'ai présenté, c'est-à-dire le fait qu'on voit bien apparaître un effet de hausse des salaires, donc, et qui d'autre part est inscrit dans le deuxième plan. Il y a le fait que a été réaffirmé notamment par le Conseil des affaires d'État qui vient de sortir, c'était la semaine dernière, je crois, la semaine dernière, plus qu'un avis, enfin, plus qu'une recommandation, un ensemble qui concerne tous les niveaux de gouvernement sur les politiques sociales, en réaffirmant qu'il devrait y avoir 40 pour le salaire minimum devrait être 40% du salaire moyen en 2015, que la couverture sociale doit être réalisée, tout un ensemble d'éléments qu'il fallait... chose très importante, l'obligation
aux entreprises. Parce que qu'est-ce qui peut permettre de faire réduire les inégalités? La première, c'est la hausse des salaires, ça c'est clair. Il réaffirme le fait que le revenu salarial doit être le revenu principal. Et pour cela, il faut inverser les subventions en quelque sorte. Les grandes entreprises ont été subventionnées par les ménages jusqu'ici. À la fois parce que les taux d'intérêt sur les crédits qu'elles payaient étaient très bas, et parce qu'elles ne payaient pas des dividendes très faibles. Et que les dividendes que payaient les grandes entreprises à l'État étaient mises dans un fonds qui était dirigé par l'organisme, qui est l'espèce des Dimens Holding qui gère les entreprises d'État, et retournaient en investissement de ces entreprises. Donc c'est comme s'ils ne payaient aucun dividende, alors qu'elles font des profits gigantesques, du fait en particulier qu'elles payent des coûts très bas, qu'une certaine d'entre elles ont des positions de monopole importantes, etc. Donc, obliger les entreprises à payer des dividendes d'un montant significatif, l'idée c'est qu'avant 2015, ça doit être au moins 5% de leurs revenus, et qu'elles soient mises dans le budget général. Voilà ce que dit le Conseil des affaires d'État. Donc, il y a manifestement une évolution vers la politique sociale qui veut l'accélérer, qui veut aller très vite. De ce côté-là, il me semble assez favorable. La politique de réforme avance bien sur le plan du capital, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont en train de créer des marges plus importantes de variation des taux d'intérêt, qu'ils établissent des liens plus étroits entre le yuan offshore de Hong Kong, puisqu'à Hong Kong, ils ont internationalisé leur monnaie, et puis les marchés financiers de la Chine, ce qui permettra à ce moment-là à la Banque centrale d'avoir une politique qui est beaucoup plus, si vous voulez, flexible vis-à-vis de sa manière de contrôler la monnaie, en quelque sorte. On développe des marchés obligataires assez rapidement, et on étend l'arrivée des capitaux étrangers, on laisse rentrer les capitaux étrangers de manière importante, et on oblige les entreprises chinoises, on les oblige, on les incite, elles sont contentes de le faire, mais encore faut-il qu'elles aient la capacité de le faire, à devenir des entreprises globales. Si les entreprises chinoises deviennent des entreprises multinationales, elles sont amenées nécessairement à avoir une forme de management plus efficace. Et une forme de management qui se rapproche, si vous voulez, des critères d'efficacité qu'ont les grandes entreprises multinationales. Et par conséquent, ça a évidemment des conséquences sur la manière de gérer les relations de main-d'œuvre, etc. chez elle. Une entreprise moderne multinationale, elle a besoin d'une participation des salariés pour être efficace, en fait. Donc vous avez des tas de canaux en cours qui vont dans le sens. Ce que aussi le gouvernement a décidé déjà, c'est de nouvelles vagues de privatisation. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'assez rapidement, le secteur des services privés va se développer. Il y a là une demande très forte. Ça va accélérer la hausse de la consommation. Du moment que les salaires progressent, il y a forcément une demande pour des biens plus diversifiés, pour une consommation plus diversifiée. Et où il y a des retards importants dans les services. Parce que vous avez des entreprises plus monopolisées qui n'ont plus rien d'y être. Aucune raison d'y être dans le sport, dans la culture, etc. Et qui sont des entreprises qui sont tenues par les collectivités locales. Donc, disons, ce que dit la Commission nationale de réforme et de développement, c'est qu'il y a 80 000 entreprises à privatiser. Et qu'il faut pour cela une doctrine des entreprises publiques. 2 types d'entreprises publiques seulement. Les champions nationaux, qui doivent être à la pointe, rechercher la pointe de la technologie progressivement, d'aller faire de la recherche, etc. Donc le gros effort de recherche et de monter en gamme de l'industrie chinoise est en cours, mais il doit se faire à partir d'entreprises publiques. Là, alors ils veulent garder le contrôle. Oui, les domaines où ils veulent garder le contrôle. Je veux des entreprises publiques dans les secteurs stratégiques. Elles doivent être en concurrence avec les meilleures entreprises mondiales, mais elles doivent satisfaire à la stratégie de long terme de la croissance que l'État veut impulser. Et l'autre type d'entreprise, c'est des entreprises à niveau régional qui servent à maîtriser les fluctuations de l'emploi par rapport à la conjoncture. C'est-à-dire que le gouvernement craint le plus, c'est le chômage.
Et pour éviter le chômage, il pense que du fait des à-coups d'une économie qui est plus privatisée, ça suppose qu'au niveau de région, il y a des entreprises publiques qui jouent le rôle en quelque sorte de régulation de l'emploi. Et toutes les autres entreprises privatisées, avec le processus de libération des prix dont j'ai parlé. Très bien, bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc on peut, je pense, remercier Michel Aguilera. Je pense qu'on en soit grandi et qu'on comprend mieux un petit peu les enjeux liés au développement de cet empire du milieu. Je rappelle simplement donc son dernier ouvrage, écrit effectivement en collaboration avec Gobal, donc La Voie chinoise, Capitalisme et Empire, chez Odile Jacob. Donc il est ici, c'est un bon petit pavé, donc il y a de la lecture et il y a de quoi comprendre et mieux comprendre donc la Chine et ne pas forcément avoir le point de vue des Occidentaux. Voilà, bonne journée à vous et merci d'être venus.